Bonjour à tous, bienvenue dans notre formation express de ce matin. Vous êtes relativement nombreux, on va démarrer dans quelques instants, donc je vous prie de bien vouloir patienter jusqu'à 11 heures. Donc, bienvenue. Eh bien voilà, il est 11 heures. Bienvenue. Bonjour à tous. Bienvenue dans notre formation express de ce matin sur la posture managériale à l'ère de l'IA. Alors, je suis Raphaël Berriot, directeur commercial chez Proformation, et nous allons passer 30 minutes ensemble. Alors, avant de passer la parole à François Lecor, j'aimerais vous présenter le concept de notre formation express. Donc, il s'agit d'un webinaire, il s'agit de vous présenter quelques fondamentaux sur le sujet, mais pas d'une formation complète, hein. Je vous rappelle, c'est un apéritif, une mise en bouche, mais pas, je dirais, un repas complet. Donc, si vous voulez aller plus loin, nous serons ravis de vous accompagner. N'hésitez pas à nous contacter, François ou moi-même. Alors, pour le déroulé du webinaire, je vous invite à poser vos questions via le chat. On vous enverra donc le replay dans 3 ou 4 jours. Un petit mot sur Proformation. Donc, on existe depuis plus de 30 ans. On est un organisme de formation et notre ADN, hein, vous voyez là, c'est le 100% humain. C'est ce que nous proposons, quel que soit le format, alors que ce soit à distance évidemment ou en présentiel. Juste petit rappel, on a d'autres formations express à venir. On a Copilote prise en main, qui est un de nos best-sellers, qui est le 23 juin avec Frédéric, de 10h à 10h30. On a aussi Data Visualisation pour les RH le 30 juin, de 10h à 10h30. Et nouveauté, j'ai des formations express en anglais pour vous qui avez peut-être des populations à gérer sur l'international. Donc, c'est Excel for HR People et Power BI for Beginners. Voilà. Donc, on est plutôt orienté outils, hein. Voilà, donc n'oubliez pas, il s'agit d'une offre découverte, hein, donc n'hésitez pas à inviter vos collègues, vos amis, vos confrères, vos proches pour nous faire connaître. Voilà. Eh bien, je te laisse la parole, François. Très bien, merci beaucoup Raphaël. Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire pour une petite demi-heure ensemble, ça va être de partager quelques éléments et quelques éléments de réflexion et plus à l'état de questionnement et idéalement d'échange, peut-être en fin d'intervention, sur cette fonction qu'est le management dans l'organisation. Au moment où, eh bien, voilà, vous le savez, sur le plan de la tech, sur le plan de la manière de travailler, sur les opportunités offertes par l'intelligence artificielle, en particulier l'IA générative dont on entend parler depuis 2-3 ans en particulier, voilà, ça aurait du sens qu'on puisse s'interroger, qu'on puisse cheminer, réfléchir un petit peu autour de ces sujets-là. Alors, je vais commencer par me présenter. Donc, moi, je suis François Lecor. Donc, ça fait une petite trentaine d'années que je travaille dans le domaine de la data et de l'intelligence artificielle. J'ai créé ma structure. Donc, je suis consultant indépendant. J'ai créé ma structure il y a un petit peu plus de 5 ans, qui s'appelle Round Data. Et j'interviens principalement sur des missions de stratégie data et IA, sachant que la data d'une part et l'IA d'autre part sont particulièrement intriquées par rapport à l'autre. Et donc, j'aide en fait les entreprises, assez souvent des grandes sociétés, à construire sa trajectoire, sa feuille de route. Alors, que ce soit sur le plan des cas d'usage, dire quoi faire avec l'IA, quoi faire avec la data, que ce soit sur les réflexions autour de la donnée, de la gouvernance des données, mais également sur toute la partie stack technique, voilà, quelles sont les différentes couches de systèmes d'information nécessaires, jusqu'à la partie algorithmie IA. Et puis, et c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui, toute la question cruciale pour moi qui pèse 80% à 80% dans les transformations des organisations aujourd'hui à l'ère de l'IA, qui va être la dimension d'organisation et la dimension de compétences. Assez classique dans tout type de transformation. Là, ce qui change peut-être, c'est que l'IA est arrivée de plein fouet. On ne l'a pas vu arriver, étant donné la vitesse et l'accélération de la performance et de l'adoption massive en fait de tous. Et donc ça change complètement la donne. C'est assez inédit en termes de transformation et de manière à savoir travailler. Et donc pour un manager dans ses fonctions,
J'allais dire qu'il porte particulièrement de responsabilités pour accompagner les équipes et puis peut-être repenser ses activités et faire partie de la transformation de l'entreprise. Voilà. Puis j'interviens aussi beaucoup sur des conférences, beaucoup sur des formations également en interne. Et puis j'interviens aussi pas mal sur le fait de monter des écoles internes dans les entreprises, des écoles de la data et de l'IA. Je suis également enseignant, voilà, notamment à l'école polytechnique ou à Schema ou Paris-Panthéon-Assas, encore une fois sur ces domaines-là. Voilà. Alors, on va donc cheminer un petit peu ensemble déjà pour savoir à peu près de quoi on parle. Quand on parle d'IA, 95% des gens pensent IA générative et pensent à une IA. Mais en fait, il n'y a pas une IA. En fait, il y a une foultitude et tout un gradient et j'allais dire un panorama extrêmement fourni, extrêmement multidimensionnel des différentes intelligences artificielles. On va en regarder quelques-unes ensemble. Et puis, il faut aussi se rappeler, alors j'espère que vous l'avez à peu près en tête maintenant, que l'IA, ça a plutôt autour de, selon les différentes écoles, autour de 70-80 ans d'existence. Même si depuis 12-13 ans, il s'est vraiment passé quand même des choses assez marquantes sur le plan de l'accès aux données, sur le plan des capacités de traitement et sur la manière d'entraîner ces IA à base de réseaux de neurones profonds qui permet aujourd'hui de faire des choses assez géniales. Si je reviens sur les grands types d'IA, voilà, pour illustrer un petit peu le propos, vous allez avoir les IA prédictives, des IA que l'on développait depuis des dizaines d'années, un peu plus historiques. Bon, c'est par exemple, en termes de cas d'usage, réussir à prédire le churn d'un client. Voilà, mon client, quelle est la probabilité qu'il aille chez mon concurrent dans le mois qui vient, ou bien prévoir le cours d'une matière première. Donc voilà, ça c'est un type d'IA qui n'est pas l'IA générative, mais qui aujourd'hui est essentiel dans l'optimisation de nombre de processus dans les organisations. Deuxième type d'IA, ça va être les IA de type computer vision. Donc c'est des IA spécifiques qui ont comme propriété de pouvoir voir. On leur a conféré la vue. C'est typiquement les types d'IA qui sont embarqués dans la voiture autonome et qui vont permettre de faire la distinction entre un enfant et puis un poteau. Vous voyez à quel point c'est essentiel d'avoir une capacité à voir et à distinguer les différents types d'objets, surtout quand on est en temps réel dans le déplacement d'une voiture autonome. Voilà. C'est ce qui a permis aussi ces types d'IA durant le Covid d'équiper certaines municipalités pour s'assurer que tout le monde portait bien son masque, alors soit dans des centres commerciaux, soit dans la rue. Et puis la troisième grand type d'IA, il y en a comme ça un certain nombre, troisième grand type d'IA, ça va être l'IA générative, donc celle dont on entend davantage parler depuis novembre 2022, date de la version grand public de ChatGPT. Et là, en fait, qu'est-ce que c'est qu'une IA générative? C'est une IA, c'est un modèle qui est construit à partir d'un code informatique. Il n'y a rien d'organique là-dedans, c'est juste de l'informatique. Et donc cette IA, avec un peu de mathématiques appliquées dessus, mais cette IA, en fait, générative, elle a la propriété de produire un contenu original. Alors, pas original dans le sens, waouh, c'est vachement original, mais original dans le sens où cette information, typiquement ici, là, via l'application Midjourney de cette image-là, c'est de créer une nouvelle image. Cette image, vous la cherchez sur Internet, vous ne la trouverez pas. Elle est nulle part, elle a été créée à la volée. Lorsque j'ai demandé, par exemple, vous voyez le prompt un petit peu au-dessus, je demandais un petit déjeuner gourmet, etc. Et il m'a produit ça. Alors, il n'a pas produit en partant de rien, bien sûr. Il a fallu l'entraîner sur la base de pas mal d'informations, notamment des images, voilà, des images ici de croissants, des images de bananes, de citrons, etc. Voilà, donc l'IA générative, elle va créer des images, elle va créer du texte. Mais typiquement, les textes, quand vous lui posez une question et vous avez la réponse, en fait, la réponse, c'est pas du tout une sorte de copier-coller de choses existantes. Elle le crée totalement. En fait, ce qu'on se dit, c'est que les IA génératives, en fait, elles rêvent leurs réponses. Elle les construit à la volée. Elle les rêve sur la base, en fait, de motifs, de patterns, de, entre guillemets, compréhension et décryptage de tout ce qu'ils ont pu ingurgiter. Voilà, typiquement, ChatGPT, on lui a fait ingurgiter à peu près 10 milliards de mots. Vous voyez un petit peu le nombre de millions de romans. C'est plusieurs millions de romans.
Mais typiquement, voilà l'essence même de l'IA générative, donc produire des textes, des audios, des vidéos, voilà, tout type de format. Donc ça, c'était pour revenir un petit peu sur ce que c'était que l'IA, et donc, parce qu'il est, à mon sens, important de le comprendre, l'IA générative, ce n'est qu'une toute petite partie de toutes les IA, et dans les entreprises, vous aviez, et c'est ça qui est assez intéressant, hein, aujourd'hui, sachant que l'IA générative, c'est une toute petite partie de tous ces algorithmes qui font des choses assez géniales. En fait, c'est la toute petite partie, mais connue de 99% des populations dans les organisations, là où l'ensemble des autres IA ne sont connues que par pas plus d'1% en général. Donc une espèce de contraste comme ça, bon, qui amène un certain nombre de conséquences dans la manière de manager l'IA dans les entreprises, mais c'est un autre sujet. Et donc du coup, juste pour se redire, en fait, l'IA, elle va faire quoi? Alors là, c'est des propriétés essentiellement issues des IA génératives, mais en fait, pour revenir sur ce que peut faire des IA, donc j'ai juste donné un certain nombre de verbes, une IA, en fait, elle va vous permettre de rédiger, de formaliser, de structurer, de traduire, de proposer, d'inventer, hein, de pouvoir monter en compétences, de classifier. Quelque chose d'assez puissant, c'est de réussir à coder. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez la possibilité de générer du code informatique, vous avez en fait au bout des doigts des super pouvoirs, puisque vous pouvez créer des codes et donc des solutions qui elles-mêmes vont pouvoir faire des choses. Donc là, vous avez une espèce de démultiplication, d'effet de levier extrêmement puissant entre une idée que tout un chacun peut avoir et puis la capacité de créer, de produire des choses. Et donc les capacités de prédire, de résoudre des problèmes, voire des problèmes extrêmement complexes, voilà, de faire des recherches en profondeur, hein. Je ne sais pas si vous avez essayé le deep search sur certaines applications d'IA générative générales, comme du Gemini, comme du ChatGPT ou du Mistral, mais vous avez la possibilité de demander une recherche très profonde et bien structurée sur le web. Voilà. Et ça, c'est assez génial parce qu'en fait, il fait votre travail d'investigation de potentiellement plusieurs heures à votre place. Voilà, générer des comptes rendus et puis générer des visuels pour des finalités marketing notamment. Voilà. Et en fait, quand vous voyez ça, vous voyez bien à quel point, posez-vous la question un matin, entre le matin et le soir, posez-vous la question de combien de fois vous avez dans votre journée fait ces types d'actions-là. En fait, vous allez voir que du matin au soir, potentiellement, tout ce que vous avez fait, ou une partie non négligeable de ce que vous avez fait, peut être remplacé par une IA. Voilà. Donc on voit à quel point ça touche massivement les fonctions dans l'entreprise, l'ensemble des tâches de l'ensemble des collaborateurs. Donc on voit l'impact finalement massif sur tous les métiers, on voit l'impact massif évidemment aussi dans tous les secteurs d'activité, et pour accompagner beaucoup d'entreprises sur pas mal de métiers et secteurs d'activité, voilà, il n'y a pas un métier qui réchappe à des vrais sujets de transformation de fonction avec tout ce que ça peut amener derrière, et on va voir ça. Souvent, on n'en parle pas beaucoup, mais on peut opposer à ça le fait que, oui, ok, mais par exemple, un coiffeur, lui, on ne le remplacera pas. Alors, non, on ne va pas le remplacer là dans 2 mois, mais je pense dans pas très longtemps. C'est pas pour être anxiogène, mais il faut avoir conscience que la robotique arrive et a fait très, très fortement et a fait des progrès assez ahurissants ces dernières années. Et donc, voilà, aujourd'hui, cuisiner entre les capacités de voir des ingrédients, savoir les assembler, imaginer des recettes et opérer, on est en train de cheminer vers ce type de capacité. Voilà. Et pour la petite histoire, j'ai accompagné par exemple un institut d'études à repenser sur le process de réalisation d'une étude pour un client, donc faire le brief client, construire le questionnaire, aller faire le terrain, donc poser les questions, récupérer, traiter, analyser, présenter au client. Mais en fait, sur ce processus-là, on a pu décomposer, identifier 46 tâches différentes humaines qui peuvent être partiellement ou totalement remplacées par des fonctionnalités d'IA. Voilà, donc c'est juste pour vous dire à quel point, si on pousse un petit peu le sujet, le problème est, enfin, j'allais dire, le sujet est massif, voire le problème est massif, sauf si on anticipe bien l'ensemble de ces mutations sur le plan des compétences, de l'organisation et du management. Et donc, je voulais un petit peu expliciter, et on va passer assez vite parce que le temps passe vite. Voilà, il y a eu depuis ChatGPT grand public
ce fameux déferlement en fait, de capacité. Et je vais juste m'arrêter sur le point numéro 3. On a aujourd'hui 100% des utilisateurs des IA génératives qui ont véritablement des super pouvoirs au bout des doigts. Pardon. Et ça, typiquement dans les organisations, ça change les choses. Donc le contour finalement des différentes fonctions des collaborateurs est redessiné ou est en potentielle nécessité d'être redessiné. Et donc le manager, dans sa fonction, dans toutes ses facettes de compétences et de responsabilités, en fait, doit évidemment au plus vite, je veux dire plus vite que jamais, eh bien, repenser la manière dont il doit exercer sa fonction de manière assez nette. À cela s'ajoute un certain nombre d'études, et puis pour le vivre au quotidien, puisque j'enseigne quand même beaucoup, et puis je le vois aussi avec les plus jeunes, on voit déjà de manière assez nette des effets d'atrophie du cerveau, sans être non plus trop anxiogène, mais il faut en avoir conscience, dans des cas où on délègue de trop un certain nombre de tâches cognitives à ces IA. Voilà. Et ce que je vous dis là, c'est plutôt pour mettre en visibilité un certain nombre de choses qui sont en train de se passer de manière plus ou moins, j'allais dire, en dessous de la ligne de flottaison ou de manière plus ou moins sournoise, mais c'est des vrais sujets. Et donc les enjeux RH, pour moi, c'est assez clairement, et managériaux sont vraiment adressés. Donc on va voir on va rentrer un petit peu plus en profondeur, j'allais dire, sur quelques grandes fonctions du manager. Ça touche évidemment, et on a des choses à faire sur le plan du recrutement. On ne va pas recruter demain comme on recrute aujourd'hui, ou plutôt, on ne doit pas recruter aujourd'hui comme on recrutait hier. La gestion des jeunes talents. Voilà, ça aussi, on va voir, il y a vraiment quelque chose à faire et des vraies questions à se poser sur la relation que les managers doivent avoir avec les plus jeunes. L'enjeu impérieux de faire évoluer ses collaborateurs, naturellement. Des vraies réflexions qu'il faut qu'on ait sur la notion de valeur ou de potentiel du collaborateur, étant donné qu'on a tous et ils vont avoir tous des super pouvoirs au bout des doigts. L'enjeu de capitaliser des savoir-faire également qui sont à la clé. Et puis enfin, on terminera sur la posture du leader. Alors si on ouvre un tout petit peu maintenant chacune des boîtes, le recrutement déjà dans un premier temps. Alors, là, il y a un certain nombre de questions à se poser. Qu'est-ce qu'on attend aujourd'hui? Qu'est-ce qu'un manager doit attendre en fait des différents talents qu'il recrute? Voilà, est-ce qu'on va avoir, est-ce que la capacité de savoir utiliser des outils d'IA générative de manière, j'allais dire, dans la facilité d'usage ou la capacité que quelqu'un a à manipuler ces types d'objets de manière agile, est-ce que c'est ce qu'on attend? Est-ce qu'on a besoin d'avoir maintenant de checker ce type de compétences pour tout collaborateur qu'on recrute, jeune ou moins jeune? Est-ce qu'on a besoin de gens plutôt futés? Est-ce qu'on a besoin potentiellement d'un peu plus de feignants dans la mesure où ils vont assez naturellement être créatifs sur comment utiliser ces outils pour optimiser, pour gagner du temps, notamment? Voilà. Donc là, il y a des vraies questions à se poser, ou est-ce qu'on va plutôt avoir besoin de recruter des gens qui vont avoir le plus de recul possible sur ces IA et sur cette manière qu'il faut qu'on ait, j'allais raisonner avec le bon niveau de prise de recul, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux à la clé qu'il faut qu'on ait. Et dans ce cas-là, qui a le niveau de compétence dans le recrutement pour mesurer comment on mesure la bonne maîtrise des IA et des IA génératives d'un nouveau collaborateur. Voilà. Dans ce monde qui est en transformation tous les jours. Et puis, comment finalement, quelles sont les vraies modalités en fait d'évaluation des talents. Typiquement, toutes les évaluations à distance aujourd'hui, c'est un vrai sujet. Si vous donnez à une personne un cas d'usage à faire, et puis elle prépare un cas d'usage, et puis on se revoit en séance à distance ou bien en visio pour présenter ce cas d'usage. Alors c'est sûr que le fond, il va être fait par ChatGPT. Ça va pas être très compliqué. Il suffit de savoir à peu près s'en servir, et ça va être très bien fait. Après, il y a l'oral qui va jouer, mais voilà, typiquement, j'allais dire le monde de l'enseignement le sait bien. Le monde de l'enseignement est en grande difficulté à se dire déjà, qu'est-ce qu'on attend maintenant des étudiants? Et deux, quelles sont les meilleures modalités d'évaluation dans la mesure où déjà on se pose des vraies questions sur qu'est-ce que l'on doit
attendre d'un étudiant, suite à un certain nombre de cours, à un parcours, pour qu'il puisse intégrer le monde professionnel. Voilà, donc voilà, ça c'est déjà une complexité dans le monde de l'enseignement, mais évidemment, pour le manager, c'est le cas aussi. Donc des vrais sujets sur la partie recrutement. Si je fais un petit zoom maintenant sur les jeunes talents. Alors, ce qu'il faut savoir, hein, c'est qu'un jeune talent, admettons qu'il a fait un bac+5, en fait, ça fait 2 ans qu'il est totalement orienté et tout ce qu'il fait pour son école, son université, tourne autour d'un certain nombre de réflexes et de pratiques de l'usage des IA génératives. Avec ce fameux réflexe, avant tout, de se dire, on me pose une question, je vais déjà commencer par demander à ChatGPT, qui est globalement le réflexe pour 80% des étudiants aujourd'hui, de plus en plus des lycéens, de plus en plus des collégiens aujourd'hui. Et donc, pour ces jeunes talents, il y a des vrais sujets qui se posent. Donc, le manager, est-ce qu'il doit, à l'intégration, au moment de l'onboarding, est-ce qu'il doit l'aider à désapprendre un petit peu ces réflexes-là ou pas? Encore une fois, c'est à regarder. Est-ce qu'on doit les rééduquer pour obtenir des étudiants et des jeunes professionnels qui doivent s'armer de beaucoup plus de maturité et de prise de recul par rapport à l'utilité de ces IA génératives, surtout dans des cas d'entreprise où les contraintes sont totalement différentes du cadre universitaire. Mais là encore, on a des vrais sujets. Je vais vous raconter une petite anecdote. En fait, j'étais la semaine dernière je formais un certain nombre de dirigeants à l'école polytechnique en executive education et j'avais un dirigeant d'une société de transport qui me relatait le fait que cette personne en fait ne prenait plus de stagiaires. Alors pourquoi est-ce qu'elle prenait plus de stagiaires? Parce qu'elle voyait déjà, premier point, que le type de qualité de restitution de ce que le stagiaire proposait était sensiblement inférieur à ce que faisaient les stagiaires d'il y a quelques années. Pourquoi? Parce que un stagiaire, il a été complètement structuré pour demander à ChatGPT, avoir finalement peu de recul dessus. Alors, je fais une généralité, mais c'est quand même le premier réflexe. Et puis, donc, ça veut dire que ça manque de substance, ça manque de profondeur. Du coup, question, pourquoi prendre un stagiaire? Et surtout, l'enseignement et différents enseignements n'accompagnent pas suffisamment ces étudiants à devenir des utilisateurs des IA génératives dans les entreprises. Voilà. Pour moi, c'est facile parce que c'est mon cœur de métier, mais pour 99,9% des enseignants, des professeurs, ou que ce soit, ils ne sont absolument pas formés pour réussir à donner le bon cadre. Et donc, du coup, typiquement, ces stagiaires, quand ils arrivent dans cette société, ce que m'a raconté cette dirigeante, en fait, ils faisaient prendre des risques assez importants à l'entreprise dans la mesure où ils commençaient à envoyer des informations de l'entreprise sur des IA génératives, sur un certain nombre d'applications qui n'étaient pas suffisamment sécurisées. Voilà, et donc ils mettaient en péril en fait l'entreprise. Donc, du coup, cette société de transport, au moins dans cette direction-là, ne prendra plus jusqu'à nouvel ordre en fait des stagiaires. Voilà, donc on voit à quel point c'est clé. Et donc, du coup, ça fait porter à ce manager ce sujet un petit peu social. Ça fait quand même partie du rôle du management de faire monter aussi en compétences les plus jeunes. Voilà, donc je ne vais pas avoir le temps d'aller plus loin, mais il y a aussi des vrais sujets de montée en compétences des juniors vers les seniors. J'ai un autre cas que je n'ai pas le temps d'évoquer, mais vous avez aussi des vrais sujets de pyramide, des vrais sujets de pyramide et de compétences nécessaires dans les premières années des juniors qui tombent totalement. Il y a une espèce d'effondrement de la structure de montée en compétences du fait que en fait, les juniors vont être capables de faire très rapidement des choses qu'ils faisaient en plusieurs mois, plusieurs années, où ils avaient besoin de passer du temps, de faire des allers-retours et finalement de monter en carrure, en maturité pour passer senior au bout de quelques années. Voilà, il y a une espèce d'écrasement du temps qui se passe et donc des vraies réflexions sur le plan RH également, sur les parcours. Je vais juste vous envoyer un petit questionnaire, quelque chose qui m'intéresse. Est-ce que vous pensez en fait que vous allez, du coup, peut-être, alors par rapport à ce que je vous ai dit ou ce que vous avez déjà vécu, faire moins appel à des stagiaires demain? Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez envisagé? Et donc, je vais aller récupérer ici, vous envoyer un petit lien, voilà.
Et si vous avez la possibilité de répondre à cette petite interrogation, ça m'intéresse de voir un petit peu où on en est aujourd'hui. Ce sera des choses à monitorer dans le temps. Voilà, on va juste prendre 30 secondes et donc voir également les résultats en live. Alors voilà, sur les 12-13 premières, et ça va, je pense que les choses ne vont pas être bouleversées. Mais vous avez ici, alors non à 50%, mais on a quand même, j'allais dire, une personne sur 6, éventuellement, assez certainement pour une personne sur 5, et puis certainement 13. Donc une petite moitié quand même, voilà, dans les 2 années. Hein. Voilà, parce que les choses ont encore besoin d'évoluer un petit peu en termes de comportement, mais d'accord, très bien. Bon, c'est quand même pas quand même pas négligeable, et c'est un vrai sujet, et le sujet va être le même sur les jeunes. Donc on a effectivement sur ces postures de manager des vraies questions et des vraies solutions à trouver. Merci beaucoup à vous. Voilà, sur les jeunes talents. Ensuite, pour faire évoluer les collaborateurs, hein, il y a vraiment des choses à mettre en place pour moi. Installer un cadre de l'utilisation de l'IA. Ça, c'est extrêmement important. Et les managers ont cette responsabilité également. Pouvoir identifier les besoins, qu'ils soient individuels ou collectifs, qui sont un petit peu plus compliqués parce que je vais prendre le cas d'une personne qui a un besoin peut-être de monter en compétence sur la capacité à rédiger à l'écrit. Aujourd'hui, avec un ChatGPT, est-ce que le sujet est encore réel? Et comment est-ce qu'on doit identifier de manière peut-être un petit peu directe ou repenser ce sujet-là? Voilà, donc c'est des questions vraiment à adresser. Faire évoluer ses collaborateurs, justement, déjà sur des sujets d'acculturation à l'IA, les potentialités, les différents risques, bien sûr. Et puis, et donc du coup, ça veut dire que le manager ou les fonctions RH doivent maîtriser suffisamment pour être en lead de ces différents aspects. Mieux évoluer, mieux faire évoluer l'ensemble des tâches et des activités et des métiers. Si vous avez une fonction, et vous êtes patron d'une activité et que vous pouvez réussir à gagner 30% de performance, vous avez le devoir de le faire. Alors, de manière intelligente, bien sûr, mais c'est des vrais sujets. Également sur le management de la délégation. Donc là, je ne vais pas avoir le temps d'en parler, mais le fait de déléguer une tâche à une IA dans un processus global ou simplement sur un petit segment de processus, c'est quelque chose de fondamental avec des effets derrière qui sont assez importants parce que du coup, je suis prêt à perdre un savoir-faire. Je vais prendre un exemple. Quand je suis développeur, est-ce que j'ai intérêt à demander à une IA de faire les commentaires de mon code? C'est-à-dire, je le délègue, c'est-à-dire, je ne vais plus le faire, donc je vais gagner peut-être 5% de mon temps. Mais est-ce que c'est grave de ne plus savoir faire des commentaires de code? Certainement que ce n'est pas très grave. Donc là, on peut y aller. Et c'est extrêmement important de pouvoir identifier ce qu'on gagne et ce qu'on perd à chaque fois. Voilà. Ensuite, des vrais sujets, et je vais aller assez vite sur des nouveaux référentiels de valeur. Un collaborateur à l'ère de l'IA a un certain niveau de valeur et ces références de valeur changent complètement étant donné les pouvoirs qu'il a, étant donné l'impact qu'il peut avoir par certains usages. Donc ça, évidemment, ce sont des choses à repenser. La capitalisation aussi du savoir, je l'ai évoqué sur la délégation, ben voilà, quelle nécessité de conserver certains savoir-faire. 60-70 ans auparavant, quand on s'était dit que les calculatrices allaient permettre de calculer plus vite. Bien sûr, beaucoup de personnes se sont insurgées en disant qu'on ne saurait plus faire du calcul mental. Et effectivement, il y avait un vrai sujet autour de ça. Aujourd'hui, effectivement, on se dit, bon, c'est peut-être pas si grave de ne pas savoir faire 17 fois 12,4 en moins de 2 secondes. Mais il y a un certain nombre d'années, c'était important, c'était grave. Et donc, aujourd'hui, c'est des vraies questions à se poser sur tout ce que l'IA peut faire, savoir coder, savoir rédiger, etc. Et il y a des vrais travaux à ce niveau-là. Et donc, pour terminer, la posture de manager, voilà, si on englobe un petit peu tout ça, et par rapport à cette nécessité voilà, d'avoir un manager avec du leadership, pour moi, il y a 3 points à retenir. C'est à la fois pouvoir manager aujourd'hui des entités hybrides entre humains et IA. Vous voyez qu'un humain aujourd'hui, c'est un humain augmenté, d'une part. D'autre part, vous allez avoir des entités d'IA qui vont fonctionner de manière de plus en plus autonome. Donc vous aurez des humains qui auront des capacités étendues.
Vous aurez des IA qui, par ailleurs, de manière beaucoup plus autonome, vont faire des choses avec les agents. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ces éléments, mais il y a des agents et de la robotisation. Et donc, du coup, le manager aujourd'hui, un manager avec un vrai leadership, c'est un manager qui va être capable de ne surtout pas opposer ces deux formes de ressources. Mais comment est-ce qu'on pense demain l'organisation autour de cette intelligence de complémentarité? Être suffisamment éclairé et maîtrisé sur en fait, ce que l'IA apporte, ce qui n'apporte pas, de tous les impacts que peuvent avoir toutes les décisions que l'on prend aujourd'hui. Et ça, un manager d'aujourd'hui et de demain doit absolument le maîtriser. Donc, c'est-à-dire monter en puissance, monter en compétence, naturellement. Et enfin, avoir la capacité de réussir à bien manager toute cette fracture en fait, de l'IA et du temps qui s'écrase complètement dans les montées en compétences des gens. C'est juste l'IA qui vient accélérer potentiellement ces fractures numériques aujourd'hui que l'on vit en entreprise, très clairement, entre les gens qui savent et les gens qui ne savent pas utiliser ces outils. Voilà ce que je pouvais vous dire Très en bien. apéritif, en amuse-bouche, comme le dit Raphaël. Oui, ben Quelques merci questions. beaucoup, François. Alors, n'hésitez pas, on va rester encore 1 ou 2 minutes hein, si vous Ah avez des oui. questions. Alors, oui, il y a une question de Annick. Qu'est-ce que l'effet Flynn? Alors, je note. FLY, de Zen, je ne sais pas, ça doit être sur une slide. Ah, Bon, on va passer à une autre question, c'est pas grave. Comment préparez-vous les jeunes pour intégrer les entreprises avec l'IA, Isabelle? ah. Comment est-ce qu'on... Eh bien, en leur expliquant la vérité. Alors déjà, en leur faisant comprendre un petit peu comment fonctionne une IA, comprendre à quel point c'est entre guillemets intelligent et à quel point ce n'est pas intelligent, et de leur faire comprendre ce que ça peut faire, peut pas faire aujourd'hui et demain. Et ça parce que, en fait, je suis data scientist et je codais déjà des IA il y a 30 ans, donc je le sais. Donc là, il y a une possibilité effectivement de comprendre. Et effectivement, si on ne rentre pas suffisamment un petit peu dans le sujet, comment ça fonctionne, c'est compliqué de savoir jusqu'où est-ce que l'IA peut se projeter et faire des choses ou pas. Et puis d'apporter une vision vraiment 360 de l'ensemble des risques importants, très importants ou plutôt mineurs, et toutes les questions qui sont là. Et je fais travailler mes étudiants ou les plus jeunes justement sur ces questions pour qu'ils arrivent à comprendre ce qu'il y a derrière et comment ils devront être de bons professionnels demain. Oui, alors, dernière question de Pierre. Comment mesurez-vous l'impact de l'IA sur les métiers? Comment mesurer alors, aujourd'hui, en fait, de manière très claire, la mutation qui se passe sur un certain nombre de métiers, elle est quand même plutôt mineure. Aujourd'hui, on est plutôt à l'état de tester, de comprendre, et puis de doucement faire des remplacements de certaines petites tâches. Il y a quand même, il y a quelque temps, tous les métiers de la production de contenu qui a été complètement révolutionné, notamment de toutes les tâches administratives qui ont été fortement, fortement révolutionnées, même depuis un paquet d'années, parce qu'avec l'OCR, où on est capable de lire un petit peu toutes les factures et tout ça c'est automatisé, et c'est de l'IA qui est derrière. Mais sinon, en fait, ce qui se passe, c'est que je vois peu ce sujet pris en compte de mesures. Ce que l'on fait surtout, c'est qu'on avance pas à pas, on met en place certaines choses. Par exemple, là, je travaille pour une société une boîte de BTP, et puis on est en train d'assister l'ensemble des personnes sur les chantiers, et puis des gens qui gèrent les chantiers, dans comment mieux maîtriser la sécurité des chantiers. Et ça, ce que l'on fait, c'est que par petits essais, petites fonctionnalités, on teste. Est-ce que ça a du sens? Ça n'a pas de sens? Est-ce que ça apporte quelque chose? Et puis, qu'est-ce qu'on perd à chaque fois qu'on met en place? Et donc, petit à petit, on essaye de manière, j'allais dire, que je propose de manière, j'allais dire, globale, de maîtriser, d'avoir un observatoire clair sur ce qui se passe. Mais pour l'instant, je n'ai pas encore vu 12,5% de transformation ou de remplacement. C'est rarement dans ces termes que c'est travaillé. Voilà. Mais en revanche, les fonctions RH, pour moi, sont là pour animer et structurer peut-être le management par rapport à ça. Et ça, je pense qu'il y a une vraie responsabilité à mon sens. Très bien. Alors peut-être encore une dernière question. Quels sont les débouchés aujourd'hui pour les jeunes qui font une formation en IA? Mhm. Excellente question. Quels sont les débouchés pour les gens qui se forment à l'IA? Ils sont quand même, il y a quand même, on va dire, c'est un terrain de jeu aujourd'hui, étant donné le contexte
français et puis globalement international hein, sur le monde du travail, qui est quand même pas idéal, hein, on a connu mieux. Et ça reste quand même un type de métier qui aujourd'hui est plutôt recherché, mais où, j'allais dire, la manière d'exercer ce métier d'IA est lui-même en refonte complètement. Hein. Aujourd'hui, savoir coder des IA, il y a 3 ans, on les codait de manière très différente dans les tâches du quotidien d'aujourd'hui. Donc ce propre métier a besoin de se réformer et ça va à la vitesse de l'enseignement. Voilà, et voilà, ça dépend des établissements. Ouais, difficile de répondre. Ouais, difficile de répondre. Et puis, alors c'est difficile de répondre parce que tous les jours, on a des petites révolutions tous les jours et on a des grosses révolutions tous les mois. Donc, pour ceux qui suivent vraiment très profondément le sujet. Donc ça, c'est difficile dans tous les cas. Et puis au niveau après des débouchés, ça va être des gens qui vont coder ou qui vont aider à mettre en place des IA dans les entreprises. Et ça, il y a quand même du travail. Hein. Il n'y a pas trop à avoir trop peur. Mais voilà, il faut aussi coupler une vue métier et une vue de développeur IA. Ça, c'est certain aussi. Sinon, on n'est que des robots qui savent coder. Et ça, les IA font mieux que nous. Et des formations aussi. Enfin, Et alors, bien sûr, il y a plein de formations, voilà, et je pense beaucoup trop, et de beaucoup trop mauvaise qualité, parce que comme ça a été une aubaine, notamment pour toutes les entités business, j'allais dire toutes les écoles de commerce notamment, qui peuvent faire un petit peu de formation de cette nature-là. Voilà, je pense qu'il a fleuri beaucoup trop de formations sur le plan académique. Et aujourd'hui, il y a quand même voilà, un petit peu, enfin, le niveau est très hétérogène. Excusez-moi, mais il faut qu'on tienne le timing. Je suis désolé, Pauline et Roselyne, on n'a pas le temps de traiter toutes les questions. Ce que je vous propose, c'est de revenir vers vous suite à ce webinaire. Je prends note de toutes les questions et j'essaierai de vous y répondre avec l'aide de François. Encore une fois, merci à tous pour votre participation. Hein. C'était un concentré, vous l'avez bien compris, hein, c'est une mise en bouche. Et donc, n'hésitez pas si vous souhaitez monter un projet. François intervient sur tous les formats, que ce soit présentiel, que ce soit à distance, sous forme de webinaire, de conférence ou d'atelier en demi-journée ou quelque chose de plus court ou plus long. Voilà, donc rappelez-vous, enfin je vous rappelle, vous aurez donc le replay dans quelques jours. Et encore une fois, merci et je vous souhaite une excellente journée. Merci à François parce que c'était très intéressant. Ces sujets sont captivant et en devenir, quoi, et en train de se transformer tous les jours. Et c'est pour vous, RH, j'imagine aussi un vrai challenge. Donc, écoutez, à bientôt et n'hésitez pas encore une fois à vous inscrire également Copilote, hein, qui rejoint un petit peu cette notion d'IA, la formation express à venir fin juin. Au revoir. Merci à tous. Très bonne fin de journée.